Bienvenue dans le deuxième épisode de Radio Thermopyle, c'est Dagon et avec moi aujourd'hui on a Derrick, Salut. on a Haddock Salut. et on a une nouvelle addition au panel puisque aujourd'hui on reçoit... Anya, je suis étudiante à Toulouse et patriote identitaire. Voilà. Donc on a ajouté une voix supplémentaire au panel, on espère que vous apprécierez cette addition. Donc aujourd'hui les sujets qui seront évoqués au sommaire, le gros thème de l'émission, le thème central, ce sera celui de l'identité, puisque c'est un item politique qui est quand même très présent aujourd'hui, tous les hommes politiques en parlent explicitement ou implicitement, de façon détournée ou directe. Donc nous on va essayer de parler de cette notion-là, de la définir, de la caractériser, de dire ce que ça signifie pour nous. Et ensuite, on fera une pause musicale et après, on parlera de ce qui est en train de se produire en Algérie, avec la question de la réélection de Bouteflika et du coup les mouvements de protestation en Algérie et en France. Voilà, donc c'est les deux sujets qui vont articuler l'épisode d'aujourd'hui. Donc, chers amis, sur la question de l'identité, donc, pour introduire brièvement le sujet, il est notable que depuis le début des années 2000, et il semblerait quand même depuis la période... Enfin, personnellement, je la daterais de la campagne pour les présidentielles avec Sarkozy en 2007. Il semblerait que le thème de l'identité soit aujourd'hui très présent dans les médias et dans les enjeux politiques de l'époque, en France en tout cas. C'est-à-dire que depuis que ce terme a été inventé, donc c'est les années 90, il a fallu attendre un petit peu, et aujourd'hui, le fait de parler d'identité, la préservation du patrimoine culturel français, ce patrimoine immatériel, comme disait Patrick Buisson, il semblerait que ce soit quand même un enjeu important des discussions et des luttes politiques de notre pays, mais c'est vrai qu'on prend rarement le temps de le définir et d'en poser les limites et les caractéristiques. Donc, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est vrai que ces dernières années, ce qui était avant qualifié de droite nationale dans les médias est aujourd'hui qualifié de droite identitaire. Donc ça montre bien effectivement ce glissement en fait de la question nationale vers la question de l'identité, surtout dans les milieux patriotes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est moins attaché, comment dire, à une version un peu, comment on pourrait dire ça, calcifiée de la nation, un peu abstraite, un peu détachée de tous ces particularismes locaux, voire individuels, et qu'aujourd'hui, quand on parle de préserver sa culture, notamment face aux dangers, par exemple de l'immigration de masse, ou de l'islamisation, ou même de l'américanisation de la culture, ou de toutes ces choses-là qu'on peut entendre, il semblerait qu'il y ait le retour à la question d'une identité qui soit à la fois plus personnelle, plus viscérale, mais en même temps qui se limite pas aux frontières de l'Hexagone. Ouais, exactement. Voilà. Je dirais que j'ai l'impression aussi que c'est un terme maintenant qui est un peu une cristallisation de toutes ces idées-là. À part identitaire, on entend tout le reste, donc patriote, donc anti-globalisation, anti-migration, etc. C'est global. Oui, c'est vrai que c'est le thème qui permet en fait de créer... Enfin, on parle d'économie, et puis on parle d'identité. C'est-à-dire que voilà, c'est un grand sujet avec plein d'angles d'approche qui lui-même ramène sur plein de thèmes, quoi. Et c'est vrai que ouais, pour revenir sur ce que tu disais qu'effectivement l'identité ça se cantonnait pas seulement à la question nationale. Et c'est vrai que moi je vois, dans mon ressenti en tout cas, qu'il y a vraiment trois échelles on va dire identitaires qui peuvent exister. Pour aller très vite, c'est l'identité locale, charnelle, régionale. Il y a aussi l'identité nationale et historique. En France ça se caractérise surtout par la langue, hein. Et ensuite une identité au-dessus dans le sens d'une échelle au-dessus, hein, pas forcément de la supériorité, mais l'identité européenne, civilisationnelle, voire ethnique. Oui, quand on va du plus petit vers le plus grand, Voilà. en gros, ce serait pour nous, ce serait Toulouse ou l'Occitanie, la France et l'Europe, quoi. Ouais, voilà, c'est C'est ça. vrai que ça crée un triptyque. Et du coup, c'est vrai que moi, je sais qu'on a chacun, justement, tu parlais d'une identité personnelle, on a chacun un ressenti qui va être différent par rapport à ses identités. Et du coup, moi je me demandais, Haddock par exemple, t'as pas encore parlé, Ouais, toi, comment tu te définirais ton identité Déjà pour compléter l'intro, j'aimerais citer, je ne sais plus qui, mais je connais la citation en tout cas, c'était que le XXe siècle était le siècle des idées et que le XXIe serait celui des identités. Je ne sais pas si vous vous rappelez de qui avait dit ça. Malraux. Dans le doute, c'est Malraux ou Abraham Lincoln, donc bon, voilà. C'est sûrement Disney. Voilà. En tout cas, moi, pour mon identité personnelle, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que je ressens en effet avant tout l'identité locale, c'est-à-dire que je suis très attaché à mon côté occitan du sud-ouest. J'ai pas l'accent, mais c'est quand même quelque chose que je vis énormément. Une partie de ma famille vient aussi d'une autre région, et à chaque fois qu'on va dans mon village natal, j'ai l'impression d'être chez moi, alors que je dois y passer 2 semaines par an, mais je m'y sens comme si j'avais toujours vécu. Et puis celle que je ressens
au-dessus, en fait, c'est même pas la nationale, c'est celle de civilisation. Je sais pas pourquoi la nationale, j'ai l'impression qu'elle s'est effacée. Peut-être parce qu'aujourd'hui, quand on entend le terme par exemple français, on met un peu tout et n'importe quoi dans les médias mainstream par exemple. Bon, c'est les djihadistes français, forcément c'est plus une étiquette qu'on a envie de porter. Il y a une espèce de déconstruction aussi un peu involontaire. On donne l'étiquette français à n'importe qui, et du coup même les Français en fait cherchent un autre repère parce que un djihadiste peut être français, quoi. J'ai l'impression que oui, pour ceux pour qui cette identité est importante, c'est plus cette identité régionale qui prime. Mais j'ai l'impression quand même, pourtant que globalement, comme il y a beaucoup ces déménagements, les gens bougent beaucoup avec leur travail, etc. Et peu de gens finalement passent maintenant toute leur vie dans une région, j'ai l'impression que c'est quand même aussi une identité que les gens ne ressentent plus. Parce que voilà, les gens, un jour, ils peuvent habiter Strasbourg, le lendemain Toulouse, et c'est vrai que je dirais peut-être que c'est la France périphérique profonde qui ressent plus cette identité-là, mais globalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd. Comme les langues, l'occitan, le breton qui ne se parlent plus, et c'est désolant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, on arrive... c'est intéressant ce que disait... je ferai la jonction entre tout ce que vous avez dit, parce que c'était... voilà. C'est-à-dire que Haddock disait, oui, je vais dans mon village natal, j'y passe 2 semaines par an, mais c'est quand même chez moi. En fait, c'est ça la question de l'identité, c'est être chez soi, en fait, se sentir chez soi, définir son havre de paix, en fait, hein. Là où on est capable d'être soi-même sans se sentir attaqué, agressé, etc. Et il semblerait que, pour faire le lien avec ce que disait Anya, par exemple, il y avait un rapport qui avait été fait par la Cour des comptes en 2009 et qui parlait de la mobilité économique, donc c'est-à-dire les déménagements pour cause professionnelle, pour aller très vite. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, la France était le pays qui arrivait en tête du classement des pays de l'OCDE en termes de mobilité économique. Ce qui est intéressant parce que ça permettrait d'expliquer, au-delà d'un sujet qu'on évoquera après, qui est celui du jacobinisme et de la centralisation de l'État, pourquoi il y a beaucoup de Français qui en fait ont été dérégionalisés. En fait. C'est-à-dire des gens qui sont nés dans un endroit du pays, qui ont déménagé dans un autre, qui en fait vivent après dans un troisième endroit, de telle sorte que les gens sont français, mais français sans région. Ce qui est une conception très particulière de l'identité. Enfin, personnellement, c'est pas la mienne et je pense que c'est pas la nôtre ici. Je dirais que oui, pour moi, ces 3 identités, elles se complètent. On n'est pas l'une sans l'autre. On n'est pas français sans venir d'une région en particulier, avoir ses ancêtres qui y ont vécu. Et au-delà encore, on est français parce qu'on est européen et inversement, en fait. Après, moi, je pense aussi ce qui caractérise l'identité par rapport, on doit la mettre, c'est son côté vraiment attaché au réel, en fait. C'est-à-dire que là où la nation était un concept, l'identité, c'est quelque chose qu'on vit. Tu vois, toi, tu parlais du fait quand tu allais dans ton village natal. Moi, je le vis surtout... après, je sais que ma fiancée se moque un peu de moi par rapport à ça, mais j'ai un attachement quasi viscéral, en fait, à la brique rouge. Puisque on est toulousain, et forcément, les bâtiments sont en brique rouge, et un peu partout dans le sud-ouest, la région toulousaine, voilà, c'est ce qui prédomine, des bâtiments en brique rouge, et moi, par rapport à ce que tu disais, Dagon, quand je suis dans un village fait en brique rouge, je me sens chez moi. Et ça, en fait, c'est parce que c'est quelque chose de charnel, en fait. C'est quelque chose de réel, de concret. C'est-à-dire que cette brique rouge, c'est celle que je vois tous les jours depuis que je suis né, depuis que je marche dans les rues de Toulouse, celle que je peux toucher. Donc c'est quelque chose de vraiment préhensible, en fait. Et de la même façon, l'identité européenne, civilisationnelle, voire, comme je disais, ethnique, justement, ce volet ethnique, encore une fois, il est ancré dans le réel. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui va faire que je me sens peut-être d'abord européen, tout comme toi, Doc, je me sens peut-être d'abord européen avant de me sentir français, c'est parce que si dans la rue, je croise un Allemand et un Martiniquais, le Martiniquais, il a beau être français, parler ma langue et tout ce qu'on voudra être français depuis tant de générations, au final, si je lui adresse pas la parole, je me sentirai de suite plus proche de l'allemand parce que de fait, on appartient à la même ethnie et parce que voilà, on a la même couleur de peau, des traits communs. Moi, pour parler de mon expérience personnelle aussi, je suis allé l'année dernière pour le 11 novembre à Varsovie en Pologne, et je me sentais clairement chez moi, alors que j'étais le seul francophone. Un peu plus récemment, je suis allé au Maroc, tout le monde parlait français, mais c'était pas chez moi. Oui.
J'allais peut-être comparer cette notion d'identité avec, par exemple, tu parlais de l'Allemagne, et c'est vrai qu'en France, on a plus cette notion d'identité qui est reliée à la culture, aux traditions, etc. Et tandis qu'en Allemagne, par exemple, ils relient vraiment cette question d'identité avec la langue. C'est pour ça que pendant des années, des siècles, pour eux, l'Alsace faisait partie de l'Allemagne, tout comme une partie de la Suisse. Et voilà, et c'est vrai que nous, en France, on a une notion différente qui est plus voilà, ces particularités régionales, ces traditions, cette cuisine. Et c'est vrai que je me relierais plus avec cette identité qui se relie voilà, à l'ethnie ou... Ouais, mais après, à une époque aussi, justement, en France, on avait ces particularités. Je voulais dire que pour la France, ce qui prime pas, c'est pas la langue. J'ai pas l'impression que ce soit la langue parce que les Suisses qui parlent français ne sont pas considérés comme français. Alors qu'en Allemagne, par exemple, la langue primerait. Bah, disons que c'est particulier parce que d'un côté, il est certain que la construction de la langue française a accompagné le développement de l'État et donc la consolidation de l'idée de la nation. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a plein de francophones qui ne sont pas français, et vu que de toute façon, l'État, bon, c'est triste à dire, mais l'état de la langue française est quand même inquiétant aujourd'hui, je sais pas, mais il y a peu de gens qui sont capables de faire des phrases à peu près correctes aujourd'hui, ce qui est dommage. Ça fait qu'en fait, le fait d'avoir mis ses œufs dans le même panier de la langue, bah, aujourd'hui, ça fait qu'on parle de nation française, on se dit, mais qu'est-ce qui constitue cette nation? Alors que pourtant, il y a des pages magnifiques de l'histoire de France, personnellement, qui me font vibrer. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont plutôt mises de côté. Donc par exemple, il semblerait quand même qu'aujourd'hui, être français, c'est compliqué à définir. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande, par exemple, voilà, à l'élite du pays, les hommes politiques, les journalistes et tout ça, le premier réflexe, c'est de dire, bah, la France, c'est la République. C'est-à-dire que c'est le critère qui va définir l'essence de ce qu'est être français. C'est être républicain, et quand on pousse un peu plus loin, on dit mais c'est quoi être républicain? C'est pas juste une forme de gouvernement, parce qu'en soi, si c'est ça être français, c'est quand même très inintéressant. Quand on demande, c'est des valeurs qui sont quand même très abstraites, très récentes, et qui à bien des égards se sont construites contre beaucoup du peuple français. C'est-à-dire que sans jouer aux règles de service, le fait que la République se soit constituée à chaque fois sur des massacres de masse, des récalcitrances, bon, c'est quand même quelque chose qui devrait être évoqué, gardé à l'esprit. Donc voilà, c'est-à-dire que, voilà, ça me fait penser en fait à une phrase, alors que pourtant c'est pas quelqu'un qu'on peut considérer comme identitaire, qui est un anarchiste de gauche qui s'appelle Bakounine, qui avait dit que tous les peuples du monde sont patriotes, seuls les États sont nationalistes. Et en disant qu'en fait partout les peuples sont patriotes parce qu'ils sont rattachés à leur patrie, à la réalité charnelle de la patrie qu'ils ressentent chaque jour profondément, et qui est aussi réelle pour eux que la nourriture qu'ils mangent ou l'air qu'ils respirent. Mais par contre que la nation c'est l'abstraction qui est rajoutée au-dessus de la patrie. Alors lui était anarchiste, donc forcément il détestait l'idée de la nation, mais c'est vrai que une nation qui ne tient pas compte des patries, comme ça a été l'expérience en France avec le jacobinisme, etc., il semblerait que ça fasse... que ça coupe la branche sur laquelle la nation s'est assise. Ouais, ça rejoint clairement la citation de Charette, qui en s'adressant aux courants révolutionnaires et en parlant des Liens, disait nous, notre patrie, nous l'avons sous les pieds. Eux, ils l'ont dans la tête. C'est dans l'autre sens, pardon. Ils disaient, eux, leur patrie, ils l'ont dans la tête, alors que nous l'avons sous les pieds, et c'est plus solide. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que aujourd'hui, la nationalité française est un peu bradée, c'est un peu voilà, un bout de papier qu'on peut acquérir, c'est banalisé, alors que c'est vraiment quelque chose de charnel qu'on devrait ressentir au plus profond de soi. Oui, et c'est là qu'on voit que les conséquences... de la centralisation politique et culturelle, moi je vais dire jacobinisme pour englober tout ça, ça va plus vite, à quel point cette influence-là est prégnante chez les Français, c'est qu'en fait quand on demande aux Français qu'est-ce que c'est l'identité, par réflexe ils vont citer des choses finalement très enracinées, très locales. C'est le clocher du village, c'est la nourriture, c'est les vêtements, les traditions populaires. Et par contre, quand on leur demande de donner des références plus globales sur ce que c'est que cette identité, tout de suite ça va être des choses très abstraites, ça va être la patrie des droits de l'homme, les valeurs de la République. Voilà, ce genre de choses-là. Et c'est dommage parce que dans tous les mouvements un peu populaires, on sent qu'il y a cette envie de proximité, de localisme, de région. Et en fait, à chaque fois que ça essaie de se traduire politiquement, on retourne sur ce logiciel un peu, à mon avis complètement désuet, qui est celui de l'abstraction républicaine, compagnie. C'est dommage. Mais... Voilà, et c'est clair qu'aujourd'hui, ce déracinement, en fait, il s'accélère. Déjà, il y a eu le jacobinisme qui a donné un bon sale coup aux idées régionales, et donc tout était centralisé à Paris. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, ce mouvement-là, il s'amplifie avec des villes-mondes mondialisées qui servent un hub, qui est commerce, emploi, etc. Et puis à côté, la campagne qui sert soit de grenier à blé, soit de dortoir, en fait. Donc il y a aujourd'hui une déconnexion, en fait, chez les gens
entre différents volets de leur vie. Il n'y a pas de lien entre l'endroit où on dort, l'endroit où on achète sa nourriture et l'endroit où on va travailler. Il y a vraiment, voilà, et donc du coup, ça, c'est un système qui empêche, volontairement ou non, mais qui empêche l'enracinement. Bah oui, puisque je crois que c'est Welbeck dans un de ses bouquins, je sais plus lequel, qui disait que dans le passé, un type qui était forgeron, il savait qu'il allait naître, vivre, mourir forgeron, que son fils allait être forgeron et qu'il allait probablement pas bouger du même village. Et puis... Donc ça pouvait avoir un ennui, ça pouvait être pris comme un carcan, mais il y avait au moins l'assurance d'une transmission. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est-à-dire que, je suis sûr que si la majorité des gens ici, quand je dis ici c'est global, hein, mais disent à leurs parents ce qu'ils font dans la vie, quels sont leurs projets, la moitié comprendrait pas ce qui se passe, on dirait j'espère que ça marche pour toi, mais voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez vivre à un endroit, déménager à un autre, changer de famille, recomposer une famille, changer de carrière, etc. Il n'y a plus de points communs entre les générations, quoi. C'est quand même dramatique. Aussi parce que les métiers sont moins manuels, ils sont plus abstraits, donc je pense que ça contribue aussi au fait que voilà, ça change, ce sont des... Non, c'est vrai, on est dans une société dans tous ces aspects en fait qui perd l'attachement au réel et au physique. Ouais, oui, exactement. Je sais plus quel sociologue polonais disait qu'on vivait à l'époque de l'époque liquide, qui s'opposait à l'époque de la modernité et de la tradition qui était solide, et qu'aujourd'hui en fait tout est mobile, liquide, insaisissable, volatile. C'est ça, c'est vrai qu'on dit souvent que quand on se définit comme étant de quelque part, on est un autochtone. Et un autochtone en fait dans sa racine, ça veut dire qui est né de la terre en fait. Et c'est ça en fait, ce qu'on vise à être, c'est des autochtones. Enfin, ce que nous sommes des autochtones parce qu'on est issus de quelque chose de solide. On est issu d'une terre, on est issu d'une patrie, la terre de nos pères, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on tend à vouloir vivre en fait dans un magma global mondialisé. Et voilà, cette expression de magma global, au final, c'est pas qu'une expression, ça signifie ce que ça veut dire, puisque le magma, c'est quelque chose, c'est un solide qui se liquéfie. Et c'est ça, c'est la patrie qui se liquéfie en fait, la mondialisation. Ouais, je rajouterais même qu'en fait, on est même dans une société où matériellement comme spirituellement, tout est jetable. Le mariage est jetable, la maison est jetable. On peut partir du jour au lendemain à des centaines de kilomètres et spirituellement, en fait, on n'aurait aucun regret à ça. On s'est complètement déraciné. Hein. Ouais, ça fait un peu banal à dire, mais c'est vrai, il faut le rappeler, je pense. Oui, c'est comme tout ce qui est... En fait, tout ce qui se fait aujourd'hui n'a pas de volonté de pérennité dans le temps. C'est vraiment le profit, voilà, le matériel à bas prix, ce qui sera le plus rentable et pas ce qui durera le plus longtemps. Et c'est vrai que c'est ce qui me marque aussi. J'aime beaucoup voyager et quand je vois ce qui reste, ce qui est beau et ce qu'on construit aujourd'hui et je vois l'écart qui est fait alors que c'était cette citation de... je ne sais plus qui disait comment le passé avec si peu de moyens a-t-il produit tant de beauté alors qu'aujourd'hui avec autant de moyens nous ne produisons que de la laideur. Et je trouve que c'est assez ce qui peut résumer voilà. C'est d'autant plus vrai que on a souvent accusé comment on pourrait dire ça, en termes d'architecture, d'art ou de cultures diverses et variées, qu'en fait il fallait passer à autre chose, que le vieux avait fait son temps et que le vieux c'est gentil mais d'une certaine manière c'était périssable, alors qu'il y avait l'idée que ce qu'on pouvait créer nous-mêmes comme ça, cette espèce d'hyper-modernité de la vision, allait faire quelque chose qui allait transcender toutes les époques, qui allait transcender les frontières et les peuples, et qu'en fait ça allait amener à une sorte de grande réconciliation. Voilà. Or, quand on regarde aujourd'hui les horreurs qui ont été produites depuis X années par l'architecture contemporaine par exemple dans les villes, c'est précisément ce qui vieillit le plus vite en fait. C'est des choses qui sont construites 5 ans après, c'est déjà immonde, c'est dégueulasse. On peut penser aussi à tous les hybrides qui ont été faits, je sais plus dans quelle ville, j'aurais dû regarder, mais je crois que c'est dans une ville d'Allemagne il me semble, où il y avait un vieux musée qui datait architecture néoclassique, où ils ont eu l'idée brillante en fait de le faire fusionner avec des grandes, comment on pourrait dire ça, des cristaux de verre qui avaient été imbriqués dans les murs de pierre pour essayer de faire un mix moderne vieux. Alors évidemment c'était à vomir, c'est immonde, mais voilà, il semblerait qu'il y ait cette sorte d'idée que quand on vient de nulle part, on est plus universel que les gens qui viennent de quelque part, alors que paradoxalement c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est précisément les gens qui savent qu'ils viennent de quelque part qui sont capables de bien s'entendre, alors que le monde peuplé de gens qui viennent de nulle part, c'est juste... on dirait comme un grand nivellement par le bas à tous les niveaux, quoi. C'est assez triste. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui, c'est assez les nomades contre les sédentaires, en fait. Oui, c'est vrai que c'est une notion qui revient assez, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit, c'est tout bête, mais on est chez nous, quoi. C'est aussi simple que ça, mais on est chez nous, donc on a la légitimité de décider de comment on veut vivre, qui a le droit de vivre avec nous, etc. Et alors qu'il y a l'espèce d'idée des nomades du bas et des nomades du haut,
pour le dire très clair, en gros, les masses issues de l'immigration jetées sur les routes ou qui se jettent sur les routes pour rejoindre l'Eldorado, qu'ils soient européens ou américains. Et puis après, les nomades d'en haut, bon, les gens qui n'ont aucune loyauté à aucun territoire ni rien, et pour qui le monde se résume à de l'optimisation fiscale ou économique ou compagnie, quoi. Donc c'est ce qui nous rappelle d'ailleurs la formidable joute qui avait opposé Zemmour à Attali, on n'est pas couché. Non, à Ce soir ou jamais, où Zemmour disait il y a des gens qui habitent là depuis 1000 ans, ils ont encore envie de vivre là pour 1000 ans, ils n'ont pas envie de se métisser, c'est triste, mais c'est comme ça, monsieur Attali, il va falloir l'accepter. Ouais. Et l'autre était un peu décontenancé, alors qu'il venait de faire une longue intervention très ennuyeuse et sans aucun intérêt, en expliquant que les gens avaient quand même du culot de se plaindre de leurs conditions de vie dans l'Occident, alors qu'il y avait toujours des gens qui crevaient à la faim et compagnie. Bon, c'est un argument assez... Mais c'est vrai que t'as cité le slogan « On est chez nous », et c'est vrai qu'il est très symptomatique en fait de la crise identitaire qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, dans tous les meetings, dans beaucoup de milieux, politisés ou non, c'est un terme, un slogan qui revient. On est chez nous, voilà, c'était au congrès de national, c'était vraiment le slogan qui revenait le plus et la plupart des journaux l'avaient bien noté. C'est-à-dire que ce on est chez nous, en fait, c'est à la fois le rappel d'une réalité, c'est-à-dire le fait que, ici, le début du sujet, quand il dit, l'identité, ou avoir une identité, c'est se sentir chez soi quelque part. Donc voilà, c'est d'abord énoncer, scander on est chez nous, c'est d'abord énoncer cette réalité que, ici, on se sent chez soi, et c'est aussi, ce cri du cœur de dire, et on veut que ça continue, en fait, on veut rester chez nous ici. Ouais, et ce slogan d'ailleurs j'ai l'impression qu'il dérange un peu. Aujourd'hui, lâcher un on est chez nous, rappeler qu'on est enraciné, la presse a pas l'air d'apprécier, hein. Personne. Ouais, c'est très marqué. Personne. Très marqué. Voilà, c'est... On a presque l'impression de devoir s'excuser de dire que oui, nous sommes nés là, cette terre nous appartient et c'est comme ça, et voilà, on doit se justifier. Ce cri, c'est presque un cri de détresse. C'est-à-dire qu'en gros, on reproche au Dupont-Lajoie franchouillard d'être une espèce de primate troglodyte quand il dit on est chez nous pour dire qu'il en a un peu marre de se faire emmerder par la racaille et de se faire donner des leçons sur toutes les télés par des schtroumpfs à lunettes. Par contre, c'est très très bien de dire on est chez nous pour les Tibétains qui se font victimes par les Chinois, quoi. Alors au demeurant, ils ont raison, hein, là n'est pas la question. Mais c'est-à-dire qu'en gros, on est chez nous, ça dépend qui le dit, quoi. Il y en a qui ont le droit et d'autres qui... Du coup, ça permet aussi la question de l'identité. Pour la présenter sous un angle plus politique aussi, il semblerait qu'aujourd'hui, la manière dont on parle de l'identité est très révélatrice de de la distribution des cartes dans le jeu politique en France. C'est-à-dire que, alors évidemment, quand on est de gauche, c'est non, c'est assez simple. Enfin, encore que non, c'est pas juste d'ailleurs. Quand on est de centre-gauche, genre Parti Socialiste, Macroniste et compagnie, l'identité c'est non, quoi. C'est un truc purement contractuel, on est français parce qu'on a les papiers, on aime la République, on veut un CDI, c'est super. Après, l'extrême gauche, ce qui est intéressant, c'est que tout le truc indigéniste, en fait, incarné donc justement par le Parti des indigènes de la République, non très intéressant d'ailleurs, Ouria Boutelja et toute la clique des cheveux bleus et compagnie, c'est qu'en gros, on revendique un droit profond à l'identité, le droit à la différence, le droit au réenracinement, pour les gens qui ne viennent pas d'ici et qui vraisemblablement n'ont peut-être pas vocation à y vivre ou à y rester, alors que précisément l'identité des autochtones, des natifs, est systématiquement considérée comme tendanciellement génocidaire, abusive, etc. Et il semblerait qu'il n'y ait pas cette symétrie à droite, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'extrême gauche est en fait identitaire pour les gens qui n'ont rien à foutre là, pour parler de manière vite et brusque, et puis au contraire, ce qu'on nous vend comme une sorte de droite radicale, etc., ce qui est complètement idiot, qui est le Rassemblement National, c'est des gens qui veulent juste un peu plus de patrie, comme on pouvait le vouloir à l'époque de la Troisième République, en fait. Ouais, donc ce qui est pas... Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens à droite dont on pourrait se dire, après tout, ce serait leur rôle de défendre les revendications identitaires des autochtones, qui se réfugient dans une sorte de gaullisme un peu dépassé, qui sent un peu la naphtaline. C'est assez étonnant. Après, je trouve que c'est quand même en train d'évoluer, oui, bien sûr. Dans le bon sens. Hein. Faut pas non plus c'est pas à la droite nationale, entre guillemets. Non, il y a quand même des bonnes choses qui sont faites au front ou ailleurs, combat politique contre le racisme anti-blanc. Voilà. Enfin, il y a quand même régulièrement des petites phrases comme ça qui défraient un peu la chronique sur la réalité du racisme anti-blanc. Alors même si la classe médiatique tente de le camoufler, de nier même son existence, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent dans les
dans les Ah oui. esprits, dans les propos même des politiques. Il est certain que les lignes sont en train de bouger, hein. Je suis pas en train de dire que tout est foutu ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est des choses qui prennent du temps parce qu'il y a des vieilles habitudes qui veulent pas partir. Un bon exemple de ça, mais enfin, ça peut faire un peu ricaner, mais un candidat qui est souvent présenté comme d'extrême droite, ce qui est très étrange, qui est François Asselineau. Non mais c'est formidable, c'est-à-dire que là on C'est est... l'UPR. Voilà, ça, vous connaissez l'UPR. Donc j'ai parlé d'Asselineau, donc là on va recevoir 50 000 écoutes des Asselineau. Bon, voilà. C'est Bonjour. Bonjour, oui, ils ont probablement déjà trouvé nos numéros de téléphone, ces gens-là sont très forts. Mais c'est qu'en fait, on dirait qu'il y a une sorte de crispation sur une forme d'autisme post-gaulliste. Donc il avait dit oui, je crois pas au grand remplacement, théorie complotiste, racialiste avec tout le truc. Et puis en fait, c'est un gars qui nous explique que pour sauver la France, il faut sortir de l'euro et nationaliser France Télécom, quoi. Et il y a une vraie cécité sur ce sujet-là qui est vraiment très étrange, quoi. Il semblerait qu'il y ait des gens, même à droite, qui n'arrivent pas à voir ce qui est en train de se produire, qui une demande de enracinement, une demande de vivre chez soi, et voilà. Mais bon, à mon avis, ces gens-là, bon, ils sont un peu à obsolescence programmée, quoi. Ils vont pas durer très longtemps. Mais bon, il semblerait qu'il y ait quand même ce truc-là qui ait du mal à partir chez certains, quoi. Enfin, bon. Après, bon, j'imagine qu'avec les jeunes générations, ça va changer, hein, de toute façon. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est quand même sur un truc où c'est des baby-boomers qui sont une génération particulière, qui sont encore très alimentés et qui rêvent beaucoup de cette conception purement daltonienne et détachée de la réalité de ce que c'est que l'identité, quoi. Donc... Même les nouvelles générations sont plutôt les nouvelles générations qui penchent à droite. Les personnes de notre nouvelle génération qui penchent à droite, c'est clair, sont très anti-baby-boomers en fait. Ils osent aller leur dire bah non, le monde que vous nous avez fabriqué, dont on hérite, il est absolument à chier. Oui. Faut le dire. Oui, non, mais oui, absolument. C'est certain. Non, mais clairement, il y a une vraie fracture générationnelle entre nos parents et nous. Hein. Moi, je vois, quand je discute avec ma mère qui avait 20 ans dans les années 70, en fait, c'est assez amusant de voir qu'elle voit comme nous la réalité de ce qui se passe, etc. Mais en fait, ils sont tellement en fait dans un logiciel de pensée qui les a enfermés dans voilà la nation c'est le mal, le Front National c'est le diable incarné, des choses comme ça, qui font que du coup même s'ils partagent les constats, ils voient, alors ça dépend lesquels, hein. Il y en a qui vivent aussi un peu à l'écart des problèmes, mais même pour ceux qui voient les problèmes liés à l'immigration, à la mondialisation, bah, ils n'arrivent pas à changer de logiciel en fait. Ils se refusent à en tirer les conclusions. Exactement. Mais après c'est là aussi qu'on voit pour moi, alors bon peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet initial de l'identité, mais c'est là pour moi qu'on voit la différence en politique entre le réel et l'idéologie. Moi bon alors là il n'y a même pas de fracture générationnelle, mais je discutais, bon j'essaierai de ne pas replacer trop le contexte pour pas lui des préjudices, mais avec un des jeunes cadres du Parti Socialiste local, avec qui on était confrontés, on voyait un peu dans la rue des bandes de racailles, et je lui lance un peu voilà, le taclant, ça va, est-ce que c'est pas trop dur d'être de gauche quand tu vois ça? Et il m'a répondu le plus sérieusement du monde, ah mais si, c'est totalement horrible, moi il y a des jours où j'aimerais être d'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là voient la réalité, et ils ont au plus profond d'eux, ils ont en fait les mêmes conclusions que nous, ils ont les mêmes idées que nous, ils voient les problèmes et ils partagent les solutions en fait. C'est juste qu'ils sont dans un logiciel idéologique qui les empêche de laisser aller, on va dire, leur instinct en fait. Ouais, ils ont parfois le même discours, mais il y a eu cette grosse éducation la droite, l'extrême droite, c'est le mal. Exactement. Faut surtout pas. Alors tu peux être PS et balancer des vieilles injures en privé, ça posera pas problème. Parce que tu dis non, le FN j'aime pas. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que c'est un truc que beaucoup d'entre nous de notre génération ont vécu, c'est la fameuse discussion avec les parents ou la famille éloignée d'extrême gauche, où les gens sont encore sur un logiciel ultra-gauchiste très très vieux, et puis qui balancent des phrases absolument atroces et absolument inaudibles sur nos amis issus de l'immigration, n'est-ce pas? Et on se dit, non mais même le front des années 80 n'aurait pas osé, quoi. Ouais, c'est clair. Et on se dit, mais c'est quand même très curieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un enseignement de l'autocensure qui fait qu'il y a des gens qui peuvent penser toutes ces choses-là, mais ils aiment pas l'image que ça renverrait d'eux-mêmes, de dire par exemple, oui, il faut simplement réduire l'immigration, quoi, sans parler de l'arrêter, sans même parler d'inverser les flux migratoires. Le fait de choisir qui rentre, déjà c'est horrible, quoi. Enfin, c'est indicible, mais comment peut-on penser ça, etc. Non mais du coup c'est ces gens-là qui vont du coup mettre leurs enfants dans des écoles privées pour essayer de les éloigner plus des conséquences de leurs actes. Enfin voilà, c'est assez scandaleux, moi je trouve. Oui, bah de toute façon l'hypocrisie c'est un peu facile, c'est un peu banal maintenant, mais oui, prêcher le multiculturalisme quand on vit dans le 16e, dans le
Marais plutôt, prêcher l'égalité des chances et puis on fait tout pour pistonner ses gamins à Henri IV. Bon, c'est des choses qu'on connaît. On pourrait citer Marlène Schiappa qui mettait ses enfants dans les écoles catholiques privées, ce qui était assez ironique. Surtout pour quelqu'un qui écrivait des bouquins porno, mais bref. Après, je sais ça pas. tire à balles réelles dans ce podcast maintenant. Voilà, c'est ça. On attaque le pouvoir, on s'en fout. On est une radio pirate, ça y est. C'est ça, c'est parti. Du coup, la question, alors je pense qu'on aura de nombreuses choses à dire, hein, mais la question de l'identité, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est juste une idée personnelle, vous me direz ce que vous en pensez, que lorsqu'on parle des 3 niveaux de l'identité, donc mettons l'identité régionale ou locale, l'identité nationale ou historique et l'identité civilisationnelle européenne, idéalement ce serait complémentaire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Je suis, je suis breton, voilà, mais en même temps je suis fier d'appartenir à la France. Et la France devrait être un élément de fierté pour l'Europe, etc. Il fait partie voilà, c'est ça. Civilisationnel. Au même titre que d'autres. Mais j'ai quand même l'impression que quand on regarde un petit peu l'histoire de France, il y a quand même une tendance de la France à toujours choisir le parti d'être contre l'Europe. C'est-à-dire que c'est quand même récurrent que lorsqu'il y a des histoires d'union de l'Europe autour de quelque chose, ça peut être la chrétienté à un moment, ça peut être la Sainte Ligue, clairement. Voilà, bon, là on a avec Saint Pie V. Voilà, donc là on a raté le coche. Donc pour les gens qui dormaient au fond de la salle en cours d'histoire, Henrik, est-ce que tu peux nous raconter très brièvement l'épisode auquel on fait référence? Grosso modo, c'est la bataille de Lépante, qui a été le coup d'arrêt à l'expansion ottomane en Europe. Cette bataille, elle a été menée par la Sainte Ligue. La Sainte Ligue avait été constituée donc quelques années avant. Oui, pardon, j'ai pas donné la date. La bataille de Lépante, c'est en 1571, donc au XVIe siècle. Et donc, elle a été menée par la Sainte Ligue, cette même ligue qui a été constituée quelques années avant par le pape Saint Pie V, face donc à l'avancée des Ottomans en Europe. Cette ligue a rassemblé à peu près toutes les plus grandes puissances européennes de l'époque, donc Vienne, Gênes, les Habsbourg, enfin voilà, vraiment ce que l'Europe comptait de meilleur en termes commerciaux et militaires, sauf la France, puisque à cette époque-là, la France était alliée aux Ottomans, tout simplement. Dans la fameuse tradition française de l'alliance à revers. Voilà. Parce qu'en fait, on considérait que la lutte contre la domination des Habsbourg en Europe était plus importante que la lutte pour la préservation de la chrétienté. Et ça, c'est clair que voilà, moi, quand je vois ça, quand je lis des choses sur la bataille de Lépante, etc., même si la France n'y était pas, je me sens quand même concerné et je vibre aussi à cette grande victoire qui a fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être grâce à cette victoire européenne que aujourd'hui on n'est pas encore musulman, enfin je ne dis pas encore. C'est vrai que moi au niveau effectivement, si je devais hiérarchiser en mon fort intérieur les différentes identités, c'est clair que l'identité française vient après l'européenne pour ce que je vous disais tout à l'heure en termes un peu ethniques. Et aussi, en termes historiques, l'Europe a fait de grandes choses parfois sans la France. Oui, c'est indubitablement. Et puis il y a toujours l'idée, alors ça recoupe un peu ce qu'écrivait plutôt Dominique Vénère au début, alors je crois que c'est du siècle de 1914, où il explique, qui est un ouvrage d'histoire qui retrace l'histoire de l'Europe au XXe siècle en essayant de montrer qu'avec la Première Guerre mondiale, en fait, c'est une période de déclin très forte, dramatique pour l'Europe. Et il commence en expliquant qu'une particularité de la France, c'est que par sa position géographique, la France n'a jamais eu, en tant que telle, à de très rares exceptions, dû mener de combats identitaires. Enfin, que la France a mené des guerres politiques pour son influence, pour l'extension de l'État, de sa richesse, voilà. Et du coup, il y a des habitudes qui ont été prises qui font qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce que peuvent penser, par exemple, des pays qui vivent aux marges de notre civilisation. Alors ici, marge n'est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'ils vivent au bord, comme par exemple la Hongrie qui a dû se taper l'invasion musulmane qui a dû se battre contre, etc. Ou l'Espagne qui a subi 8 siècles de domination musulmane. Voilà, donc, alors effectivement on les a arrêtés chez nous, mais c'est vrai que... Oui, le seul combat un peu identitaire ou territorial qu'on ait vécu, c'est le traumatisme de l'Alsace et la Lorraine qui avait été prise par les Allemands. Donc déjà, c'est ultra daté, ça n'a pas duré non plus 8 siècles, et puis surtout, c'est face à un ennemi européen. Oui, et puis après on peut se dire, en fait c'est l'État qui était triste un peu de perdre une population, mais voilà, je dis pas que je suis super content que l'Alsace passe de l'autre côté, mais on se dit c'est moins dramatique, c'est infiniment moins dramatique que les 8 siècles d'occupation musulmane, que Exactement. toutes les défaites qui ont pu être vécues, quoi. Enfin, c'est pas la même catégorie, c'est pas la même chose.
Et il semblerait que la France ait quand même une certaine tendance à vouloir systématiquement empêcher la défense de l'Europe en tant que telle pour préférer la défense de ses intérêts, qui sont présentés comme universalistes en plus. C'est-à-dire que la France se présente comme la nation universaliste contre l'empire européen qui serait le mal absolu, quoi. C'est un peu le truc que l'historiographie française nous ressort. C'est qu'en fait on n'a pas eu de guerre d'indépendance, de choses comme ça, et en fait au final la mythologie de la fondation de la France moderne aujourd'hui tourne autour de la Révolution française, c'est-à-dire une guerre interne en fait d'un peuple qui a décapité son roi, quoi. Oui. Clairement, ça n'a rien à voir effectivement avec l'Espagne qui a repoussé l'envahisseur, ou voilà, même les pays d'Europe de l'Est, voilà, qui ont aussi dû lutter pour leur indépendance, que ce soit face aux Ottomans, face à la Grande Russie. Pour l'Espagne, je dirais même qui a reconquis en fait, ce qui est un très bel exemple, hein, puisque c'est à peu près ce qu'on doit faire aussi. Hein. Ouais, aujourd'hui, on doit reconquérir notre identité, même notre culture. Mais c'est même un état mental, la reconquête. Hein. C'est-à-dire que là, il faut plus être dans l'idée de on est la dernière ligne, on va mourir bravement et puis on chantera des chansons pour nous. C'est-à-dire que politiquement, il faut partir du principe qu'on va regagner tout ce qu'on a perdu, quoi. Enfin, c'est aussi un exemple de ne pas baisser les bras, parce que même au bout de 8 siècles, ils étaient toujours déterminés à reconquérir leurs terres. Ah, exactement, c'est un beau signe d'espoir. Hein. Parce que même si effectivement nous on ne voit pas la reconquête, peut-être que nos petits-enfants la verront. Et encore, on est à une époque où les choses quand même bougent très vite, c'est-à-dire que dans l'espace de 3 ans, des choses absolument impensables peuvent se produire. Enfin, mettons, vous voyagez dans le temps en 2013 et vous dites les États-Unis seront dirigés par une star de télé-réalité avec une coupe de cheveux étrange qui s'appelle Donald Trump. J'ai envie, non mais et s'il veut construire un mur à la frontière. Voilà, c'est ça. Oui, non mais on n'est pas dans les Simpsons, ça ne va pas se produire. Boum. En 2013, pareil, vous dites la France va être dirigée par une sorte de banquier, voilà, c'est ça, de banquier arrogant de 39 ans que personne connaît, qui va démolir le PS, qui va donner un gros coup aux républicains et qui va former une nouvelle donne politique, une sorte de technocratie centriste, machin. Les gens vous disent mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est François Bayrou au pouvoir. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Non mais donc les choses peuvent quand même aller très vite. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour qu'une dynamique de reconquête se lance. Après évidemment la reconquête en tant que telle va prendre du temps, c'est normal. Je pense qu'elle est déjà lancée cette dynamique de reconquête. Absolument. Après, je pense que les premiers pas ont été faits dans des territoires d'Europe ou voilà. Après la question c'est en France. La machine a un petit peu du mal à prendre parce que je pense qu'il y a des particularités locales qui font qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises, mais je pense que enfin pour le coup je suis pas du tout un pessimiste, quoi. Je suis pas BA, mais je pense que vraiment on peut avoir les objectifs qui sont les nôtres d'une Europe européenne, quoi. Les Européens sont chez eux. Après c'est vrai que là on voit clairement que à échelle européenne cette reconquête est lancée, mais la France c'est clairement le dernier wagon, quoi. Peut-être avec la Grèce et l'Espagne, mais voilà ça se passe vraiment ailleurs en fait, hein, là. Oui c'est certain. Pourtant j'ai l'impression que oui, elle est à la traîne, mais une fois que la France aura clairement montré ses positions et aura pris parti de la reconquête, les autres pourraient suivre. J'ai l'impression que c'était aussi quand même la France était quand même aussi un pays qui lançait des dynamiques. Oui, c'est vrai que oui, là on voit avec Macron qui est ce représentant justement du mondialisme BA, il a redonné pas un élan, mais un souffle à cette pensée-là en Europe avec Angela Merkel, etc. Mais c'est vrai que oui, la France c'est aussi le pays des avant-gardes. Espérons qu'on arrivera à trouver notre place dans l'avant-garde de la reconquête populiste et identitaire de l'Europe, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les modalités de ce populisme du coup sont très intéressantes parce qu'elles sont pas du tout basées sur des vieilles formes archaïques ou de gens qui sont dans des querelles sans intérêt sur le XXe siècle. C'est des gens qui veulent véritablement mettre les chances de leur côté et saisir le moment politique qui est en train de se jouer, quoi. C'est-à-dire que là, mon avis est que même si on fait la distinction évidente et nécessaire entre l'Europe et l'UE, il semblerait que la reconquête passe aussi par ce véhicule-là qui est l'Union Européenne, en fait. Ouais, c'est-à-dire que le pacte de Visegrad, c'est pas des gens qui veulent sortir de l'UE, c'est-à-dire que c'est des eurosceptiques doux, c'est-à-dire qu'ils veulent changer la direction de l'UE vers un truc plus national, plus populiste, plus identitaire, tout ce qu'on veut, mais c'est pas des gens qui veulent simplement retourner à une vieille Europe des nations, un peu comme on pouvait l'avoir à l'avant-guerre, quoi. C'est des gens qui ont compris ce que disait en France Bruno Maigret, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir l'identité sans la souveraineté, ni la souveraineté sans l'identité. Sinon, en fait, l'un sans l'autre ne sert à rien. Et effectivement, les pays du groupe de Visegrad, ils ont compris que défendre leur identité, c'était excellent, mais que s'ils s'alliaient pas pour avoir une puissance, en fait... Oui, pardon,
Oui, c'est pas la souveraineté, c'est la Je puissance. je me suis emmêlé. Si, c'est ça, il faut la souveraineté et la puissance. Il faut la souveraineté pour mener une politique voilà, identitaire intéressante. Il faut la souveraineté et la puissance. Et du coup, bah, voilà, il faut cette alliance des deux. Et aujourd'hui, une France souveraine, isolée à l'international, clairement, on n'a pas la capacité qu'avait le général de Gaulle à peser sur la scène internationale. Hein. Et encore, si tant est qu'il a réussi à réellement. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi un discours, c'est-à-dire que même si l'UE est infiniment critiquable, on pourrait le faire ici, des épisodes entiers, il n'y a aucun souci. Il y a aussi un truc très utile qui est fait par nos politiciens, qui est à chaque fois de rejeter leurs erreurs sur la faute de l'UE. Mais c'est pas, on n'a pas attendu l'UE pour avoir une politique d'immigration dramatique, on n'a pas attendu l'UE pour avoir un système de reproduction des élites qui soit désastreux avec l'ENA, le parachutage aux grandes entreprises, il n'y a pas eu besoin de l'UE pour ça. La mise à mort des territoires enracinés au profit des métropoles mondes. Encore une fois, l'UE a pu l'accentuer, mais ça a commencé bien avant. Donc c'est un peu facile de rejeter la faute sur cette organisation-là en disant si on en sortait, tout irait bien. Mais non, parce qu'en plus on sait pertinemment que pour une partie des gens qui voudraient en sortir et qui sont encore dans ce paradigme un peu droite nationale souverainiste, le rêve pour ces gens-là, ce serait d'arrêter l'immigration allemande ou lituanienne. Ah oui, s'il vous plaît, donnez-nous plus de Maliens, quoi. C'est vrai que là, on n'en a pas assez, on est en pénurie. Voilà, donc il nous faut des gens armants Traoré, parce que sinon la France va pas durer, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est fondamental vraiment de repenser les catégories dans lesquelles on jauge les questions politiques, parce que il suffit pas de retourner vers un vieux souverainisme poussiéreux qui n'est ni possible ni souhaitable, quoi. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on continue sur la question de l'identité ? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la pause musicale ? J'ai l'impression qu'on a posé la question. Une petite dernière Ouais, remarque bien qui sûr. remonte à un petit moment en arrière. Vas-y. En plus, c'est très anecdotique, mais c'est Anya parlait du fait que les Allemands utilisaient beaucoup plus la langue en termes de repères identitaires et que les Français beaucoup plus la culture. Alors que le français est une langue qui avait été faite pour fédérer Oui. par François Ier quand il l'avait décrété officiellement la langue du pays. C'est vrai. Oui, en fait ça revenait sur ce qu'on disait, qu'il y avait quand même une tentative d'utiliser la langue en France pour créer l'unification politique et culturelle du pays. Et que ça ne Mais fonctionnait qu'aujourd'hui, pas. voilà. Mais qu'aujourd'hui, vu qu'on délaisse ça, bah du coup, il reste. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais que les Français parlent leur langue maternelle au niveau B1 en moyenne. Donc selon le système européen, on est bilingue à C2. Hein. Donc là, Ah ouais. c'est le niveau d'un type en quatrième qui a 12 de moyenne. Voilà, il parle français comme nous. Ouais, c'est génial que tu parles de ça parce que ça fait une super transition de pause musicale. N'est-ce pas ? Puisque donc aujourd'hui, cette semaine, j'aimerais qu'on n'ait pas de liberté du groupe VA Victis et qui évoque justement cette question de l'identité par la langue en fait. Pour replacer dans le contexte, c'est pas VA Victis, c'est le groupe qui est considéré comme fondateur du mouvement musical riff, le rock. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du riff dans toutes les émissions. Mais C'est juste qu'on aime beaucoup le riff. Mais voilà, moi personnellement, effectivement, pour la petite histoire, ça a participé aussi à ma dire, donc du coup c'est vrai que c'est un plaisir de partager ce courant musical. Donc VA Victis, voilà, qui a initié ce courant. Il est né en 1993, ils ont 4 ou 5 albums, et la chanson que t'es là est issue du dernier album, Hors la loi, qui est sorti en l'an 2000. Et ça évoque donc, je le disais, l'identité à travers la langue. C'est une chanson en français, mais qui évoque les identités régionales et les langues régionales qui sont malmenées par le jacobinisme, par la mondialisation, et qui évoque donc la disparition des identités d'abord locales et ensuite nationales. Ok, donc ça va être pas de liberté de VA Victis.
d'identité sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas de liberté sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas d'identité sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas de liberté sans une langue. Aujourd'hui encore, on parle de patois, on appelle ça du folklore. Pour te persuader que c'est du passé, que c'est un dialecte mort. Ils ont déjà brisé la religion, c'est le tour des nations. Mélangé, dilué, standardisé par la mondialisation. Pas de liberté sans identité. Pas d'identité sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas de liberté sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas d'identité sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas de liberté sans une langue. Ils veulent imposer la langue des Yankees partout dans tous les pays pour y remplacer les communautés par un grand supermarché. Refrain de leur tube, jingle de leur pub, puis poseur sur les écrans. Mais pour nos enfants, nous résisterons dans nos langues, ils chanteront. Liberté sans identité. Pas d'identité sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas de liberté sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas d'identité sans une langue. Pas de liberté sans identité. Pas de liberté sans une langue. Voilà, on est de retour après la pause musicale, et donc le deuxième sujet de l'épisode d'aujourd'hui, comme on l'avait annoncé dans le sommaire, ce sera les manifestations et les mouvements populaires qui sont en train de se produire en Algérie, et aussi en France avec les Algériens en France. Et donc vu que c'est surtout Derrick qui avait bien préparé le sujet, bah écoute Derrick, on t'écoute. Voilà, donc... Ouais, donc effectivement, je me suis mis à faire quelques recherches en fait depuis le début de la contestation. C'est assez compliqué de s'y plonger parce qu'en fait concrètement qui est-ce qui avant s'intéressait à la politique algérienne? Personne. Vraiment... Si, moi j'adore ça vraiment. Non, en fait ce qui est amusant Moi, en fait, je connais bien la situation algérienne, je prends le métro. Moi. Ce qui est amusant quand on regarde certains articles et tout sur la diaspora, bon, on y reviendra après, la diaspora qui manifeste en France, même eux en fait avouent la plupart du temps qu'ils ne s'y intéressaient pas avant et que même il y a pas mal de choses qui leur échappent, qu'ils comprennent pas vraiment tout ce qui se passe quoi. En même temps, il y a une explication assez simple à ça, parce que après avoir fait des recherches, pourtant je suis parvenu à une conclusion, c'est que mis à part un vieux gâteux en chaise roulante, la politique algérienne ça n'existe pas vraiment en fait.
c'est un vide un peu absolu. Putain, ça clash. Et non, mais en fait, alors ça s'explique, je ne sais comment, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, l'Algérie n'est pas sortie de la guerre civile. Si on se place sur le temps long, l'Algérie, c'est un pays qui sort à peine d'une guerre civile. La guerre civile, pour ceux qui ne s'y intéressaient pas, tout comme moi, voilà. La guerre civile algérienne, elle a débuté en 1991 et elle s'est terminée en 1999. 1999, c'est-à-dire l'élection de Bouteflika. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, politiquement, on en est encore à l'homme qui a mis fin à la guerre civile. Cette guerre civile, en fait, elle a eu lieu en 1991, un an après que le FIS, c'est le Front Islamique du Salut, après que ce FIS ait gagné les élections législatives, était donc aux portes du pouvoir, alors que jusqu'à présent c'était le FLN, on y reviendra sur ce fameux FLN, c'était le FLN qui était donc le parti du pouvoir. Et après ces élections, l'armée est intervenue pour empêcher les islamistes de prendre le pouvoir, ce qui a également écarté le FLN des instances de direction. Bah, c'est-à-dire que si je me souviens bien, en fait le scrutin a été interrompu avant même que les résultats soient publiés, puisque le pouvoir craignait, selon les estimations, était quasiment certain que le fils allait arriver en tête en fait. Et du coup, c'est dit c'est pas possible, et du coup, il y a eu une interruption préventive. Enfin, de ce que j'ai lu, c'était ça. C'est possible, j'avoue que là, pour le coup, mes recherches n'ont pas poussé aussi loin, mais voilà, c'est fort possible. Et du coup, c'est pour ça que ça avait été, pris comme un affront d'autant plus. C'est-à-dire qu'il savait qu'ils avaient perdu l'élection, donc avant même que les résultats soient révélés, bon, et on fait. L'élection, s'il n'y a pas d'élection. Voilà, tout à fait. Donc, D'ailleurs, c'est la logique de Bouteflika encore aujourd'hui, hein, enfin de Bouteflika, de ses proches, du moins. Donc du coup voilà, il y a eu donc cette guerre civile qui a écarté le FLN, guerre civile donc gagnée par l'armée régulière. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est quand même une guerre civile qui a été quand même particulièrement brutale. Hein. Oui. Il y a eu, alors les estimations vont apparemment entre 60 000 et 150 000 morts sur une période d'en gros 8-10 ans, parce que même les limites en termes de date de la guerre civile sont pas hyper claires. Il y a des milliards de dollars de dégâts, ça a été l'horreur quoi. Pour ceux qui connaissent un petit peu la question mais qui n'auraient pas forcément fait le lien, c'est l'époque où les moines de Tibérine ont été égorgés, pour ceux qui ont vu le film Des hommes et des dieux. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi, c'est une guerre civile en fait qui a aussi marqué au final la France, parce que voilà, des moines français ont été victimes de cette lutte armée islamique. Qui se sont fait égorger, donc oui. C'est vrai que je sais pas que c'est dans ce contexte-là, mais c'est bien de le rappeler. Et donc du coup, voilà, à la fin de cette guerre civile, c'est donc le candidat de l'armée qui a gagné les élections avec 74%. Voilà, un très beau score. Un très beau score. Qui ferait rougir Poutine. Voilà, qui ferait rougir Poutine. En fait, ce score s'explique aussi par le fait que les principaux opposants en fait, s'étaient désistés de l'élection parce qu'ils dénonçaient des fraudes en fait à prévoir. Donc, non, ça c'est faux. En vrai, ils avaient juste une migraine. Mais voilà, ils n'ont pas pu faire l'élection. Ça arrive. Ça arrive. Et donc ce candidat de l'armée élu avec 75% des voix, 74 pardon, c'est Bouteflika, élu en 1999. Au moment de son arrivée au pouvoir, il met fin à la guerre civile. Il amnestie tous les combattants qui ne se seraient pas rendus coupables de viol ou autres exactions. Et donc, voilà, comme je vous le disais, c'est le candidat de l'armée, et qui sera ensuite récupéré par le FLN en 2003 ou 2004, je crois, après que le FLN ait lui-même perdu des élections en fait, face à Bouteflika. Donc, pour faire un petit point sur le FLN, c'est assez compliqué en fait de définir la ligne politique du FLN, parce qu'en fait actuellement aujourd'hui c'est le FLN qui est au pouvoir en Algérie. En fait ils se définissent un petit peu autour d'un pseudo-socialisme, pseudo-islamique, plus ou moins panarabiste, et surtout en fait anticolonialiste. C'est-à-dire que 50 ans après l'indépendance, leur ligne politique principale et leur principale revendication, c'est la lutte contre la colonisation française. Parce que le FLN s'était illustré pendant la guerre d'Algérie. Voilà, c'est ça. Donc à l'époque en fait de la guerre d'Algérie, il y avait une ligne claire en fait qui était celle du nationalisme algérien,
teinté de marxisme et un petit peu de culture islamique, mais voilà, surtout le marqueur fort, c'est ce nationalisme algérien, qui aujourd'hui, en fait, n'a plus aucune raison d'être. Donc du coup, aujourd'hui, leur seule ligne politique concrète, réelle, c'est la conservation du pouvoir. Ils se légitiment par cette lutte armée qui a eu lieu dans les années 60 pour l'indépendance de l'Algérie. Ils se légitiment aussi par la revendication, l'affiliation à l'islam, mais sans être vraiment des islamistes ou quoi, c'est vraiment pas du tout le délire. Donc voilà, moi je dirais que leur ligne politique c'est la conservation du pouvoir, c'est juste une clique d'apparatchiks qui souhaite tout simplement conserver ses intérêts. Ils sont très proches aussi d'intérêts économiques, puisque voilà, aujourd'hui l'une des principales fortunes algériennes, alors j'ai mangé son nom, je suis désolé, mais c'est un grand patron du BTP qui possède aussi 2 journaux et 2 chaînes de télévision et qui finance les campagnes électorales de Bouteflika, et en échange il reçoit en fait des contrats, des contrats publics en fait qui n'ont pas fait l'objet d'appels d'offres. Donc voilà. Est-ce que ce serait Ali Haddad ? Oui, exactement, merci. Voilà, j'avais lu son nom. Oui, Ali Haddad, je crois que c'est le chef du syndicat du patronat en Algérie qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, on s'en fout. Mais voilà, c'est un peu le king du game pour tout ça, quoi. Voilà, c'est ça, et donc ça c'est un peu le cas d'école, mais en fait c'est un peu le cas de la majorité des industriels et des puissants en Algérie. Voilà, c'est une vraie collusion en fait entre le monde économique, le monde politique, et tout ce petit monde en fait se coopte pour conserver chacun ses propres intérêts. Moi je peux sembler avoir un avis très, très arrêté sur le truc, mais bon, c'est vrai que en fait, quand on épluche la chose, en fait c'est évident, une petite parenthèse, c'est évident que le peuple algérien a raison de vouloir les foutre dehors, oui. C'est évident. Ah oui, d'ailleurs, juste pour réagir à ce que tu avais dit précédemment, tu disais qu'en fait l'idéologie du FLN c'était un anticolonialisme qui date véritablement des années 60, avec ce mix de nationalisme anti-impérialiste, de socialisme un peu hétérodoxe, avec la pointe de religiosité islamique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui peut légitimer le pouvoir du FLN et faire tenir un petit peu cette usine à gaz politique, c'est la détestation de la France, en fait. C'est ça. C'est que c'est les ciments de toute la politique, c'est de dire il y a toujours trop de Français ou de France en Algérie ou en Afrique, donc le combat n'est pas fini, donc vous avez besoin des combattants, les combattants c'est nous, nous qui avons gagné contre l'impérialisme européen. Donc voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas authentiquement un mythe mobilisateur positif, constructif, c'est-à-dire que la seule chose qui peut être l'impulsion d'un programme politique, c'est de dire il faut refoutre les Français dehors. C'est ça, en fait c'est pas un vrai projet politique, en fait c'est clairement une légitimation du pouvoir. En fait tout leur discours en fait sert non pas à donner un élan ou une direction politique, c'est uniquement à légitimer leur présence au pouvoir. Et c'est vrai que par rapport aussi à leur influence socialiste qui date des années 60, ils ont clairement en fait abandonné. Depuis l'indépendance, ils ont clairement abandonné la dialectique marxiste, sauf pour la reprendre en fait à leur compte, parce qu'en fait aujourd'hui le pouvoir nie l'existence de classe sociale en Algérie. Il se revendique du socialisme, mais il nie l'existence de classe sociale en Algérie, parce que justement ça les servirait pas d'appeler le prolétariat à se révolter contre les puissants, mais en revanche ils reprennent le vocabulaire marxiste de lutte des classes, ils reprennent le matérialisme historique pour pointer toujours le même dominateur, le même oppresseur, la France. Donc du coup, ça c'est pour la ligne politique. Et ce qui nous conduit en fait à la situation actuelle, c'est que, Bouteflika, c'est un secret pour personne, c'est devenu un peu un légume, voilà, il vieillit. Non seulement il vieillit, mais il avait fait un AVC au début des années 2000. En 2013, voilà. Ouais. En 2013, en fait l'AVC est quand même assez récent, mais effectivement, voilà, il a fait cet AVC qui le cloue sur une chaise roulante, qui l'empêche de s'exprimer. Il faut savoir qu'en fait, le président algérien, qui était encore il y a quelques jours candidat à sa réélection, est un vieil homme sur une chaise roulante qui est incapable d'ouvrir la bouche, qui est incapable d'écrire. Et voilà, on dit au peuple algérien que cet homme voudrait volontairement se représenter, écrirait des communiqués de presse, voilà. Oui, il veut tout simplement qu'on le laisse mourir en paix, vieillir en paix. Exactement, non, mais c'est vrai qu'il y a une petite parenthèse que tu fais bien d'ouvrir, Anya, c'est que moi, effectivement, j'ai peut-être un peu pitié du peuple algérien dans cette histoire, mais j'ai surtout pitié de Bouteflika, parce que au final,
quels qu'aient été ses actes passés, aujourd'hui, effectivement, c'est juste un ancien qu'il faudrait laisser mourir en paix, comme tu dis. Voilà, là, on le trimballe un peu partout, on se sert de lui, mais c'est pas... Voilà, ça fait pas vraiment rêver. Et donc, du coup, voilà, ce Bouteflika, justement, ce qui fait qu'il est encore sur le devant de la scène, c'est parce qu'en fait, il est entouré par plusieurs lieutenants. Bon, encore une fois, j'ai oublié les noms. Et tout le monde veut être calife à la place du calife, sauf qu'ils n'arrivent pas à se décider. Et plutôt que de s'écharper, s'entretuer, mener des campagnes, enfin voilà, non, ils se disent, bon, bah, on va retarder l'échéance du moment où il faudra faire ça, et on laisse Bouteflika... On le promène. Voilà, on laisse Bouteflika sur le devant de la scène, on le laisse s'exposer à la vindicte populaire, et voilà. Mais en fait, au final, tout ça, c'est juste une question de lutte intestine, en fait, au sein du pouvoir. Et donc, du coup, ce qui conduit à cette situation de candidature, qui a été clairement humiliante pour le peuple algérien. Enfin, on se met à leur place, en vrai, normal. C'est compréhensible. Et voilà, et donc c'est cette humiliation-là qui a mis le feu aux poudres, en fait, et qui a poussé les Algériens dans la rue. Oui, parce que Bouteflika, on est à son 5e mandat. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas mal, c'est-à-dire que quand on commence à compter les mandats comme ça devient intéressant. C'est-à-dire que, je sais plus si c'est pour le 3e ou le 4e, où il s'était présenté sans faire campagne. C'est ce qui est quand même plutôt stylé, c'est que le type est tellement sûr de gagner qu'il se fatigue même pas à faire semblant de marcher devant bon, il peut plus marcher, mais être devant une caméra ou quelque chose, c'est-à-dire bon, je me présente, bon, on est d'accord, j'ai quand même gagné, voilà. Donc je trouve ça plutôt classe. Ouais, non mais du coup c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, ouais. Et donc tous ceux qui ont en Algérie moins de 25 ans n'ont jamais connu un autre dirigeant. Oui. Et ça en général, surtout dans les sociétés modernes où on nous vante la démocratie, l'alternance politique, etc. En général ça plaît pas trop. Disons que avoir le même président pendant 20 ans, si le type fait un boulot formidable, c'est pas un problème. Ouais, clairement. Mais c'est quelqu'un dont le règne est contesté depuis longtemps, Bouteflika, c'est pas récent. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à gérer la transition démographique en Algérie, où la population est extrêmement jeune, ce qui est très difficile à comprendre pour nous avec notre Europe vieillissante, mais c'est quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui a eu du mal à gérer l'économie, et ce qui était notamment un des facteurs qui a permis, comment on pourrait dire ça, l'exportation du printemps arabe en Algérie, enfin l'événement du printemps arabe en Algérie, même si ça n'a pas débouché sur un changement structurel. Voilà. Donc là, il est évident que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après, moi j'avais quelques questions à poser. La première, c'est est-ce que tu as dit qu'il y avait des lieutenants qui étaient derrière Bouteflika et qui, plutôt que de s'écharper, se réunissaient sur le fait que on va mettre Bouteflika. Est-ce que tu penses que si un de ces lieutenants s'était mis sur le devant de la scène et s'était présenté à sa place, il y aurait eu contestation? Ou alors est-ce que c'est vraiment la figure de Bouteflika qui... Ouais, il y aurait eu contestation, ça c'est évident, parce que comme vient de le dire Dagon, la contestation elle date pas d'hier. Après, est-ce qu'elle aurait été aussi violente qu'elle ne l'a été aujourd'hui? Moi je pense que ce qui a provoqué vraiment cette violence, cette ampleur, etc., c'est l'humiliation dont je parlais. Voilà. Et donc pour revenir sur les contestations, t'en as bien parlé, hein, c'est en fait un peuple face à des oligarques. Ouais. Et pourrait presque faire un rapport entre les jaunes et ces manifestations. Est-ce que tu penses cette analogie est pertinente? Ouais, en vrai oui, je pense clairement que il y a des liens. En fait, disons, est-ce que c'est les gilets jaunes en France qui ont donné l'idée aux Algériens de se mobiliser? Je pense que ce serait très hasardeux de dire ça, mais il y a des similitudes qui sont au moins révélatrices en fait d'une évolution des contestations à échelle mondiale, on va dire, ou au moins régionale, méditerranéenne, notamment le fait que ce soit partie des réseaux sociaux. Mais juste pour parler de ces similitudes avec les Gilets jaunes, je trouve assez agaçant ce deux poids deux mesures dans les médias. On nous présente les Gilets jaunes comme des gens violents, des gens bêtes, voilà, et à côté de ça, il y a les Algériens qui manifestent, et eux, ils font preuve d'une grande maturité politique, ils savent s'engager, se mobiliser, et c'est vrai que c'est assez ironique. Ce qui est vrai, c'est que les manifestations algériennes se font sans aucune violence. Voilà, ou vraiment très... Enfin non, vraiment, c'est assez marquant, c'est une différence effectivement avec nos Gilets jaunes. Je crois que pour l'instant, dans les manifestations algériennes, il y a eu un seul mort en Algérie, je crois que c'est tout. C'est possible. J'avais regardé ça, à présent il se pourrait qu'il y ait un seul mort, quoi, donc c'est quand même peu. Ouais, non. C'est aussi par l'absence d'antifa en Algérie. Ouais, c'est ça. Oui, et pourtant, tout ce qui est les périphes et les ronds-points, ça se passe dans le calme. C'est plutôt dans les villes où là, il y a des groupuscules, etc. Donc, c'était juste une remarque que je voulais relever.
Non, c'est vrai. Bah, après, voilà, moi je pense que ouais, ces deux mouvements en fait témoignent d'une chose, c'est du poids grandissant des réseaux sociaux en fait dans la vie politique, puisque les protestations en Algérie sont parties à la base d'un événement Facebook anonyme. C'est voilà, tout comme nos gilets jaunes à nous. Bon, ça s'était déjà vu un petit peu avant, notamment voilà, il y a l'exemple de mai 68 où les radios comme voilà, Europe 1 ou RTL relayaient où étaient les barricades, etc. Mais bon, c'était différent dans la mesure où ce n'était pas participatif. Voilà. Et il y a eu ensuite les printemps arabes où en fait c'était plus l'information qui était relayée en fait notamment via Twitter, mais l'organisation réellement des manifestations aujourd'hui voilà, c'est quelque chose qui devient petit à petit la norme. C'est quelque chose qui était inédit, on parlait de quelque chose d'inédit en parlant des gilets jaunes, mais aujourd'hui les Algériens font la même chose et peut-être que plus tard d'autres reprendront ce modèle. Encore une fois, la France en avant-garde. Hein. Oui, absolument. C'est ça, et après bon, ce qui n'a pas empêché non plus les Algériens, tout comme les gilets jaunes d'être récupérés par les syndicats, ça n'a pas empêché le mouvement algérien de se voir un petit peu politisé par un mouvement qu'on voit souvent donc, dans les journaux, c'est Mouwatana. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez... Voilà. Donc souvent maintenant dans les journaux français, etc., ils disent voilà, ils relaient les appels à mobilisation de Mouwatana, je sais pas comment ça se prononce, qui veut dire donc citoyenneté et démocratie, qui est un mouvement qui est né en fait de la contestation. Personne ne sait réellement qui est derrière. Alors de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu de gens qui étaient opposés à ce mouvement, ce serait voilà, des jeunes politiciens un peu opportunistes qui sauteraient sur le mouvement et qui essaieraient donc de prendre la main, de récupérer le mouvement populaire. Alors au niveau de la forme, plus en mode La République en marche. D'accord. Là on est plus des jeunes dans ce requins truc-là. plutôt que des vieux Ouais, oisis, quoi. exactement, c'est plutôt ça, c'est plutôt des jeunes requins. Et au niveau du fond aussi, c'est ça, parce que du coup j'ai été jeter un œil sur leur site, et là ils ont une charte, en fait, la charte de Mouwatana, qui est clairement consensuelle, insipide. Alors pour citer certaines, les expressions en fait qui sont reprises, on y retrouve les valeurs démocratiques, la liberté d'expression, la non-violence, le pluralisme, les droits humains, pas les droits de l'homme, les droits humains, la non-utilisation de la religion à des fins politiques, l'égalité des Algériens sans distinction de sexe ou de culte, enfin voilà. Ainsi que 2 éponges et un paquet de raviolis. Donc voilà, c'est un peu ça qui essaye de récupérer la main. Et d'un autre côté, on a aussi les islamistes, les vieux de la vieille du FIS dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que c'était important de rappeler la guerre civile en fait, puisque le FIS alors, a été officiellement interdit d'élection depuis la fin de la guerre civile. Non, ils ont encore participé à des élections après. C'est depuis le début des années 2000 voilà, qu'ils ont été interdits d'élection. Ah, ou quoi que c'était 97, enfin voilà. Bref, ça fait pas très longtemps, ils sont interdits d'élection, mais certains de leurs cadres vivent encore, que ce soit au Royaume-Uni, au Qatar notamment, voilà, et essayent, voilà, ce mouvement essaye aussi d'influencer plutôt le mouvement populaire, mais en fait ils se rendent bien compte que c'est pas forcément le délire des manifestants, puisque justement l'ex numéro 3 du FIS qui est actuellement au Royaume-Uni, en gros a publié un communiqué en les engueulant en disant qu'ils cherchaient voilà, à instaurer la démocratie plutôt que d'instaurer la charia et que c'était très problématique, enfin voilà. C'est ce genre de préoccupation. Du coup, c'est le retour du FIS, enfin ils ont tenté un retour quoi. Donc on peut dire quelque part que c'est le retour du FIS. Voilà. Voilà. Il est content, il a fait Petite sa blague de merde. Petite blague. Non, après, en fait, politiquement, voilà, le FIS est totalement écarté des cortèges. Il y a même d'ailleurs, j'ai lu un article qui disait que certains membres du FIS, ou en tout cas apparentés, avaient été éjectés des cortèges. Hein. Ça rappelle un peu les gilets jaunes qui expulsent les patriotes des cortèges, bref. Mais en revanche, au niveau des idées, Slate Africa en 2012 titrait déjà que le FIS avait gagné la bataille des idées. C'est-à-dire qu'il pointait déjà donc en 2012 une islamisation croissante en fait de la société, des comportements en Algérie, et donc c'est cette victoire des idées qui laisse présager quand même des choses assez inquiétantes pour la suite en Algérie.
Parce que du coup, moi voilà, la question que je me pose aujourd'hui quand on voit l'actualité, quand on se penche un peu sur l'histoire de l'Algérie, c'est est-ce que l'Algérie est gouvernable en réalité? Moi franchement, je pense que non. Je pense que c'est tellement le bordel, excusez-moi, ouais, que non. C'est-à-dire que avant l'arrivée des Français, c'était pas un pays. Oui, Les Français sont arrivés, c'est devenu donc une colonie puis un département français. Ensuite, ils ont eu leur indépendance. Ils ont tenu 30 ans de parti unique avant d'avoir une guerre civile. Et ensuite, maintenant, donc 50 ans après l'indépendance et 20 ans après la guerre civile, ils en sont encore à se demander qui va diriger le pays depuis la fin de cette guerre civile. Enfin, c'est un peu hallucinant, je trouve. Ou alors vraiment un homme, mais comment dire, presque un dictateur à la limite, si on veut vraiment que ça tienne. Et encore, c'est vrai que je pense que c'est assez... En même temps, ils ont eu leur lot de dictateurs, hein. Depuis Boumedienne, ils en ont eu un paquet. Les types tiennent la boutique 10 ans, puis après ça périclite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, la question, bon, est-ce que le mouvement de contestation va réellement pousser Bouteflika et la clique de voleurs, comme ils les appellent, dehors? Je pense pas, mais bon, on n'en sait rien. En revanche, ce qui est certain, c'est que Bouteflika va finir par mourir. Oui. Et c'est là qu'en fait les problèmes vont réellement commencer, parce que bon, il y a plusieurs solutions qui pourront apparaître à ce moment-là. Soit un des proches actuels de Bouteflika prend le dessus, tire ses épingles du jeu. Dans ce cas-là, on aboutira à peu près à la même situation que depuis 5 ans, ce qui en soi serait très bon pour la stabilité de la région, mais déjà on peut pas se satisfaire de ça pour le peuple algérien, et le peuple algérien ne s'en satisfera pas, et il y aura ensuite quelques années plus tard une nouvelle contestation. Soit un de ses proches du coup reprend aussi le pouvoir, mais ils vont s'écharper, il va y avoir des coups d'état, des manœuvres politiques, oui, pour les fameux conflits intestins dont tu parlais, voilà, c'est ça, qui éclatent en fait. Voilà, et en revanche, si ça éclate en fait au sommet de l'État, parce que là tant que c'est dans les couloirs, bon ça va, mais si ça éclate au sommet de l'État, ça peut être problématique pour la stabilité de la région. Et si jamais en fait, ces luttes intestines n'aboutissent pas, la question va être de savoir qui va prendre le pouvoir en Algérie. Est-ce que ça va être les jeunes requins de Mouattana ou voilà ce genre de choses? Est-ce que ça va être les islamistes? Est-ce que qui que ce soit en fait, est-ce qu'il va réussir à tenir le pays comme c'était le cas jusqu'à présent? Moi franchement, je redoute un petit peu un scénario à la libyenne en fait. C'est-à-dire voilà un pays un peu gouverné avec un gouvernement de façade, mais qui en fait ne contrôle pas grand-chose. Et là du coup pour la France, ça peut poser de vrais problèmes à la fois migratoires et sécuritaires. Oui, parce que pour l'instant, donc on a essayé de décrire, Derrick nous a décrit de façon pertinente la situation en Algérie, le contexte, etc. Maintenant, on peut se poser la question, quelles seront les conséquences pour nous de ces manifestations en Algérie, et qu'est-ce qu'on peut penser des manifestations des Algériens présents en France, parce que... C'est ça. Du coup, pour dire un mot et conclure sur la situation en Algérie avant de passer effectivement aux manifestations françaises, pour moi les conséquences, donc les risques qui sont à craindre, c'est un risque migratoire. Alors moi je pense pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois pas à un exode massif d'Algériens en France. Et si ça arrivait, il y aurait peut-être quelques Algériens qui se diraient allez, voilà, on s'exile, mais je pense que concrètement, vu la communauté algérienne qu'on a déjà, ce serait insignifiant. En revanche, si le scénario à la libyenne se produit réellement, ce qui est à craindre, c'est que ce soit une nouvelle porte d'entrée en fait pour l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Oui. Voilà, donc ça c'est un vrai enjeu migratoire, hein. Et ensuite un enjeu sécuritaire, parce que tous les groupes comme le FIS, le GIA, donc c'est le groupe islamique armé, ou voilà, d'autres groupes islamistes terroristes qui étaient présents en tout cas en Algérie, des groupes aussi qui sont encore actuellement présents et actifs au Sahel, etc. En plus dans un contexte de chute de l'État islamique, tous ces groupes peuvent essayer de profiter de cette situation d'instabilité pour se reformer, pour étendre leur influence, en fait, que ce soit une influence militaire ou politique. Parce que, en plus, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que le gouvernement algérien combat Al-Qaïda au Maghreb. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'effectivement, le gouvernement algérien fait partie des acteurs qui donnent une aide précieuse
au gouvernement français dans la lutte contre le terrorisme. Quoi qu'on pense du gouvernement par ailleurs, hein, là n'est pas vraiment la question. Donc si ces gouvernements-là, qui sont, ça fait pas rêver, hein, c'est des potentats oligarchiques, voilà, mais bon, quand même, ils luttent contre ces menaces terroristes-là. Si ces gens-là s'écroulent, c'est pas bon pour nous, quoi, parce Non, que c'est clair. il est évident qu'on nous refera le coup du oui, mais vous comprenez, en fait, à la place, on va mettre une jolie démocratie, tout le monde va être très content, et voilà. Bon, non, ça ne se produit pas comme ça. Ça crée du désordre, et c'est nous qui payons les pots cassés à chaque C'est fois, ça. quoi. Donc, Oui, non, en fait, contrairement aux États-Unis, les Européens n'ont aucun intérêt à l'instabilité du Proche et du Moyen-Orient. oui, c'est certain. C'est-à-dire que pourtant, il y avait beaucoup de manifestants et algériens qui disaient qu'ils rentreraient au pays si Bouteflika était... Ouais, et- C'est ce que j'allais dire. J'ai envie de dire, dans ce cas, Énormément. s'il y a une remigration algérienne, je Ouais, ne verrais pas d'inconvénient. Après, effectivement, ces gens-là, à mon avis, Des gens très vite. attendent justement que soit une démocratie, une espèce de démocratie à l'occidentale qui soit instaurée dans le pays. Mais très franchement, je pense pas que ça réussisse demain, quoi. En tout cas, ce qui était notable, c'était que, il me semble avoir lu ça, c'était le nombre de visas en Algérie. En Algérie, le nombre de visas pour partir à l'étranger avait diminué. Le nombre de demandes Ah oui. pour ces visas avait diminué. Apparemment, les gens tenaient à rester. Ben, disons que Pour c'est vrai qu'en pour fait, ce l'occasion, qui est sain, hein, d'un côté, c'est de voir que les Algériens en Algérie donc, veulent reprendre la main sur la politique de leur pays. Et ça, Et même c'est- dans un article, c'est je louable. ne sais plus Ouais. que je l'avais lu, mais un Algérien, un jeune d'ailleurs, qui disait qu'il en avait marre que rien se casse. Mhm. Donc, Ah oui, non, mais de toute façon, c'est clair que la plupart des pays d'Afrique le disent, l'émigration est un drame pour eux. Et ils luttent contre l'émigration, hein, la plupart. Alors peut-être que bon, l'Algérie ne subit pas un exode massif qui fait que c'est un problème d'État, mais oui, c'est clair que quand des pays se vident de leurs forces vives, ben, c'est un problème pour le pays émetteur. Ouais. Et sans compter le problème que ça implique pour nous, là, on n'en parle même pas. Enfin si, on va en parler. Voilà, parce que justement, excellente transition, les manifestations en France des membres de la communauté algérienne vis-à-vis de ce mouvement populaire. Donc ce qui semblerait, c'est que, alors déjà c'est un mouvement qui soit quand même important, c'est-à-dire que je pense, enfin, ça a comme été évoqué par les médias, quand on voit les photos, les articles, etc., bon, ça quand même mobilise du monde, bon, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même un paquet d'Algériens en France, hein. Oui, c'est ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les participants de notre côté de la Méditerranée soient finalement... c'est très étrange, c'est-à-dire qu'ils se sentent très algériens, mais en même temps, ils se sentent assez peu concernés, enfin, ou parfois un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas très concernés par les enjeux politiques, mais ils se disent « Ouais, mais je suis algérien, donc je peux pas faire comme si c'était Ouais, non, pas... ça. » C'est très bizarre. C'est-à-dire que... il y a aussi un mélange des genres, c'est-à-dire que j'avais lu un article, je sais plus où il racontait qu'il y avait des types qui se ramenaient dans des manifestations avec des kéfiers et des drapeaux palestiniens, et qu'il y avait une femme qui disait à un moment, oui, j'ai amené ce drapeau-là parce que la Palestine, c'est l'Algérie. Ouais, j'ai lu Et cet c'est article. intéressant parce que... On va tous lu ça. Hein. Voilà. Et du coup, mais attention, parce que c'est quand même intéressant comme phrase, la Palestine, c'est l'Algérie, parce que la Palestine se définit dans sa relation avec Israël. Donc en gros, la France, c'est Israël, quoi. Ouais, j'avais pas fait ce Donc lien-là, mais voilà, ouais, enfin il me semble pas que nous on s'amuse à coloniser des territoires ou je sais pas quoi, donc enfin c'est fini depuis 62 je veux dire. Voilà, donc ça prend du temps. Mais il y a cette espèce de mélange des références très bizarres entre des gens qui se réclament d'un modèle un peu extrême gauche classique anticolonialiste, des types qui sont plutôt intéressés par le côté religieux, enfin c'est une sorte de un peu de joyeux bordel. Ouais, après le côté un peu voilà Palestine et tout ça, c'est clairement pas majoritaire dans le mouvement, que ce soit en Algérie ou en France, hein. C'est d'ailleurs assez marrant effectivement. En Algérie, sur les réseaux de protestation, il y a des visuels qui sont diffusés pour demander aux gens de ne venir qu'avec des drapeaux algériens et pas avec des drapeaux berbères ou palestiniens ou autres. Donc c'est assez marrant qu'en Algérie, ils disent ben voilà, il faut manifester avec des drapeaux algériens, mais qu'en France, ils se permettent de manifester avec des drapeaux autres que français. Ouais, bah ça montre aussi peut-être que d'une certaine façon les Algériens qui sont venus en France ont eux aussi subi le processus de déracinement, de telle sorte qu'en fait c'est un peu le bordel dans leur tête, quoi. Ouais. Que... Non mais après c'est sûr que du coup là on touche clairement du doigt voilà, ce déracinement et surtout le problème en fait, je vais faire un peu mon Zemmour, mais le problème de l'échec de l'assimilation à la française, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire que oui, on a clairement des populations qui se sentent plus investies, plus impliquées en tout cas dans ce qui se passe en Algérie que dans ce qui peut se passer en France, parce que tous ces gens-là
qui manifestent pour le départ de Bouteflika à Paris, à Marseille ou à Toulouse, c'est des gens qui n'ont jamais enfilé un gilet jaune, qui n'ont jamais mis les pieds sur un rond-point ou quoi. Et c'est des gens qui n'ont jamais manifesté pour des questions françaises. Oui. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'ils trahissent un attachement profond qu'ils ont sans cesse. Enfin, non, je suis autant français que vous, voire même plus, parce que moi j'adore la République, faut le savoir. Mais par contre, quand il s'agit de manifester, c'est contre Bouteflika, contre une cause algéro-algérienne, quoi. Oui, eux, ils parlent de rentrer au bled chez eux, voilà, ils rentrent 2 mois dans l'année en Algérie, et puis après le reste du temps... Voilà, du coup, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord, et que aussi, voilà, vous qui nous écoutez, vous serez d'accord avec nous, sur le fait qu'à partir du moment où ces gens manifestent pour influencer la politique algérienne, leur place est clairement en Algérie. Oui. Et là-dessus, je suis assez comment dire, étonné dans le bon sens du terme en fait, sur le fait que la majorité des gens aujourd'hui tiennent ce discours-là. Oui. Beaucoup de gens ont conscience, se disent mais c'est pas normal qu'en France, il y ait des manifestations pour protester contre un président algérien. Là aujourd'hui, et ça se voit, je crois que c'est Laurent Wauquiez, je crois, qui a mentionné un peu ce fait-là. Laurent Wauquiez, ou en tout cas des cadres des Républicains, qui prennent position en disant ces gens-là qui manifestent en arborant le drapeau algérien, mais pourquoi ne vont-ils pas vivre en Algérie ? Et pourquoi ne pas manifester là-bas aussi ? Parce que voilà. nous, on peut rien pour eux, hein. On va pas destituer Bouteflika à leur place. Non, c'est ça. Après, ceci dit, tu soulèves une question intéressante, parce que la position de la France vis-à-vis de ça est ultra délicate. Ah bah oui. Clairement, la position politique de la France sur l'Algérie, depuis la fin des années 60, on essaye d'éviter. Ouais, c'est ça. Et non, mais on le voit là, jusqu'à présent, le gouvernement a essayé de ne pas en parler, machin. Au moment où Bouteflika a annoncé son retrait de l'élection, tout en annonçant le report sans date annoncée de l'élection, Macron a salué cette décision. Alors en fait, depuis le début, ils essayaient d'être discrets, voilà, c'était un silence qui était qualifié d'assourdissant par certains médias, mais au moins c'était la bonne stratégie. Là, il s'est dit, bon, il y a une avancée, il y a un pas qui est fait, on va saluer ça, pour essayer de ne pas être accusé d'ingérence par le gouvernement. Au final, ils sont accusés d'ingérence par les manifestants qui disent, regardez, ils soutiennent Bouteflika qui s'installe au pouvoir jusqu'à sa mort. Enfin voilà, donc là, clairement, la diplomatie française marche sur des œufs, et pour le coup, je crois que c'est un peu le seul sujet où je pense que qui que ce soit aurait été au pouvoir, personne n'aurait pu faire vraiment mieux que Macron. Oui. Mais pour revenir plus précisément sur ce dont on parlait, déjà les mobilisations de masse font éclater en morceaux le mythe de l'antiracisme des années 80, qui voulait que ces jeunes Algériens, etc., avaient pour destin de devenir aussi français que les Ariégeois, les Lillois, les compagnies. Ça n'a pas marché, clairement. Donc ça n'a pas marché. donc là c'est clair, l'échec est patent. Ça donne également tort à l'idée selon laquelle il y aurait, en comptant les enfants d'émigrés, 5% d'immigrés en France, comme les avait dit le décodeur du Monde, qui se sont fait fact-checker par les décodeurs de Libé, en disant que faut quand même pas abuser, c'est comme n'importe quoi. Oui, ça selon l'estimation basse de je ne sais plus quel démographe, l'estimation basse de la diaspora algérienne en France, donc uniquement algérienne, ce serait 2,5 millions, c'est-à-dire 4% de la population. Ouais. Et ça, encore une fois, c'est une estimation basse, parce que les statistiques ethniques sont interdites en France. Alors non, ce qui est malheureux. monsieur fact-check, c'est faux, elles sont pas interdites. Même si c'est un énorme bordel, c'est pas interdit. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles très claires et très difficiles pour en faire, mais c'est possible. Donc personne n'en fait, mais c'est pas interdit. Mais personne n'en fait, mais c'est pas interdit. Mais écoute, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un institut. C'est ça, voilà. L'Institut Thermopyle, alors nous on va vous en faire un institut de statistique. Attention, ça va rigoler zéro. Mais voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça rappelle aussi ce qui s'était produit, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans en Allemagne, où quand il y avait eu l'espèce de coup d'état bizarre contre Erdogan, là, je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait une tentative complètement ratée de coup d'état. Alors certains disaient non, en fait c'est Erdogan lui-même qui l'a façonné, parce que c'était quand même, bon bref, j'en sais rien. Toujours est-il... Là pour le coup j'ai pas suivi. Ouais, mais c'était un bordel sans nom. Toujours est-il que du coup les communautés turques d'Allemagne, et si je dis pas de bêtises, des Pays-Bas, je crois, étaient sortis en masse manifester, alors soit leur soutien, soit leur attaque contre Erdogan, et c'était des foules immenses. Il y a eu quelques manifs en France aussi, on n'a pas la même population turque qu'en Allemagne, c'est clair. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'immigration, c'est pas juste on va ouvrir des restaurants ethniques dans tous les pays du monde et puis on va chanter Kumbaya, c'est pas du tout ça. C'est vrai que ça fait aussi qu'en réalité, étant donné que le monde devient un espace de diffusion des diasporas, c'est-à-dire que des troubles dans le pays émetteur de la diaspora vont se répercuter partout, quoi.
Ah, c'est vrai qu'on a le, comment dire, le cas d'école en fait de ça, c'est le conflit israélo-palestinien. Ah oui, là c'est... Ça fait des décennies qu'en France, on a des manifestations régulières, hein, des manifestations pro-palestiniennes, pas palestiniennes mais pro-palestiniennes, et on a en fait aujourd'hui cette tendance à importer des conflits qui ne sont pas les nôtres. Ah oui, Et ça effectivement c'est une grosse tendance aujourd'hui, que ce soit des conflits armés, des conflits politiques ou quoi, on importe des conflits, comme Ouais. si on n'en avait pas déjà assez. Et c'est là qu'on voit que oui, l'immigration en fait ça mène qu'au chaos en fait. Parce que en fait on importe le désordre. Mais donc c'est pas comme si on amenait chez nous, ou si des gens qui venaient chez nous étaient simplement des individus, finalement des coquilles vides, sur qui on pouvait simplement imprimer, je sais pas, le rêve républicain, ou alors le rêve libéral de faire du pognon, ou le je sais pas quoi. Ces gens qui viennent, qui ont déjà des éléments en eux en fait. C'est ça, bah normal. Ils ont une normal. histoire, ils ont une culture, ils ont des habitudes, des loyautés, des voilà. Et quand ils font évidemment des enfants et les générations suivantes, ils leur transmettent une partie de cet héritage-là. Donc c'est pas comme si on pouvait simplement remodeler ces gens-là comme de la pâte à modeler et en faire des petits Français exemplaires, etc. Ça marche pas Et quoi. c'est pour ça qu'on peut pas non plus leur en vouloir de vouloir. C'est vrai qu'il y avait eu cette polémique sur les prénoms, etc. Moi, je comprends d'un certain côté aussi les gens qui viennent et qui veulent aussi transmettre ce qu'ils sont par leur prénom. Bien entendu. Et du coup, c'est pour ça que cette immigration est contre nature. Elle force les gens. Déjà, il faut s'assimiler en donnant par exemple un prénom. Et sauf que du coup, c'est pas possible pour ces personnes. C'est beaucoup leur demander. Le meilleur moyen, c'est qu'elles restent chez elles. Bah, c'est pour ça qu'en fait, toutes les circonvolutions, les contorsions que doivent faire les nationalistes français de la vieille école, les assimilationnistes, dont on sent bien qu'ils ont un problème avec l'immigration, mais ils osent pas le dire parce que ça va à l'encontre de leur système de pensée qui n'est pas assez musclé pour ça, qui est de dire non mais en fait faut qu'ils viennent, mais qu'en fait ils deviennent français avec les prénoms, la bouffe, bon ils ont le droit à leur religion, mais pas dans l'espace public, sauf qu'en fait c'est compliqué de délimiter public et privé, il y a un moment faut le dire. Donc en fait non, la solution qui est simple, c'est la solution basique. En gros, en France, il y a des Français, quoi. C'est ça. Et puis en Algérie, il y a des Algériens. Fin de l'immigration et remigration. Quoi. Voilà, c'est ça, les bons frontières font les bons voisins, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire semblant d'être français en s'appelant Jean-Émile Albercaoui, quoi. Enfin, vraiment, c'est... De toute façon, surtout, voilà, c'est une façade qui tombe, en fait, généralement. On évoquait au tout début de l'émission la Reconquista espagnole, et effectivement, la Reconquista espagnole, c'est réellement terminé, en fait, une fois que les morisques ont été chassés. Et les morisques, c'était quoi? C'était des musulmans prétendument convertis au christianisme, mais qui continuaient en fait justement dans le cadre privé de pratiquer l'islam. Et ces gens-là en fait étaient aussi un facteur de désordre en fait. Donc même voilà, et surtout ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait justement cette assimilation, elle a été tentée à l'époque. Puisque il y avait une directive en fait, voilà, il y avait une directive en fait de repousser l'expulsion des morisques à je crois 50 entre 50 et 100 ans après la reconquête, pour leur laisser le temps en fait, laisser le temps même à plusieurs générations de s'assimiler, de se convertir réellement. Et même à ce moment-là, même en leur laissant quasiment un siècle, ça n'a pas marché. Et ça a fini avec des petits affrontements militaires à Orange notamment. Donc voilà, cette tentative d'assimilation, on l'a essayé, ça n'a pas marché. Je vois pas pourquoi ça marcherait aujourd'hui. Je me demande, enfin ça c'est juste une petite pensée, une fulgurance, n'est-ce pas? C'est si cette espèce de culte de l'homme vide, malléable et de l'assimilation à merci, c'est pas un truc qui vient finalement des élites occidentales ou européennes qui, elles, ont été complètement déracinées par la mobilité géographique, ça pourrait être quoi? Oui, enfin, une certaine vision de l'économie de marché, la réduction de la cellule familiale, tout ça. Des gens qui ont complètement perdu leurs attaches, donc effectivement pour eux c'est pas dur d'aller habiter en Chine, regarder MTV, enfin c'est pas compliqué, et qui du coup projettent sur des populations qui ont été moins déracinées qu'eux, l'idée qu'en fait leur condition qui n'est qu'une pathologie, en disant en fait c'est l'état normal de l'humanité, tout le monde est malade comme moi. Ouais, mais non en fait ouais, ces gens-là ils ont raison, enfin ils ont leur religion, leur mode de vie, bon bah très bien pour eux, mais allez le pratiquer chez vous quoi. On demande pas plus. C'est pas beaucoup demandé. Non, bah non, voilà, c'est ça. Quand un type vient s'incruster dans mon salon, il me vide le frigo et il m'explique que ma maison est pourrie, quand je lui dis bon garçon, faut rentrer chez toi, j'ai pas l'impression d'être un extrémiste. Quoi. C'est une métaphore, hein, personne n'habite chez moi, hein, je vous rassure. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, ah oui, bah d'ailleurs, on n'est pas les seuls à penser ça, ce qu'on vient de dire, puisque, alors je crois que c'est en Alsace ou en Lorraine, je confonds toujours les deux, hein, pas d'offense aux gens qui viennent de ces terres nobles, etc. Mais
où il y avait donc il y a Génération Identitaire, des types de chez eux qui ont déployé une banderole où c'était écrit quoi? C'était Ici c'est Nancy, pas l'Algérie. voilà, oui voilà, donc Ouais. déjà ce qui est factuellement vrai, et en plus ce qui mérite d'être dit quoi, c'est qu'à un moment, bon allez, foutez-nous la paix quoi. Ce qui rejoint le on est chez nous dont on parlait au départ. Oui, hein. absolument. Je crois qu'il y avait aussi, pareil, une banderole qui avait été déployée à Paris. Si tu aimes l'Algérie, retourne-y, Ouais, ou c'est quelque ça. chose comme ça. Mhm. Qui... Oui, il me semble que ça disait Qui, c'est tu as ça. manifesté pour ton pays, maintenant retourne. Voilà. Exactement. Voilà, C'est ça. plus justement. Mais donc effectivement c'est quelque chose avec lequel on est d'accord, qu'on soutient à fond et il n'y a aucun problème avec ça. Alors, donc on a parlé du contexte algérien, on a parlé des manifestations, enfin du risque que ces manifestations en Algérie pouvaient avoir en France, et on a parlé du risque, enfin de la critique qu'on pouvait faire des manifestants présents en France. Donc est-ce qu'on considère qu'on a couvert le sujet ou est-ce qu'il reste des choses à dire sur le mouvement populaire qui est en train de se jouer en Algérie? Parce que, bon, enfin je crois que Derek tu l'avais dit, bon il y a quand même assez peu de perspectives pour que ça change fondamentalement quelque chose. Oui, non, en fait, c'est ça, ça va donner. Pour être optimiste, on va dire, ça va donner un peu la même chose que les fameux printemps arabes. Oui, C'est-à-dire, voilà. voilà, soit en Tunisie, un gouvernement un peu islamiste, voilà, pseudo-laïque, réellement islamiste qui arrive au pouvoir, soit le bordel comme en Libye. Oui. Donc bon, il semblerait que ça change quand même pas grand-chose. À la limite, le seul truc qu'on a en tiré, nous, en termes d'enseignement politique, c'est que ça révèle que quand on importe des populations, on importe leurs problèmes avec eux. En fait. Exactement. Voilà. Donc, et il y aura pas de... Et c'est pas une question de donner plus de moyens à l'éducation nationale pour qu'ils deviennent de bons Français. Du coup, si vous avez des remarques de fin, je pense qu'on peut clore l'émission. On fait le tour de la question. Voilà. Ouais. Donc, Non, oui. Non, du coup, simplement pour vous dire à vous qui nous écoutez que si vous avez des questions, si vous voulez nous poser des questions, soit pour un sujet qu'on pourrait évoquer dans une prochaine émission, soit pour discuter dans les commentaires de cet épisode-là, n'hésitez pas, on est là pour ça et on reste à votre écoute. Donc on est présent sur Twitter @rthermopile. On a un YouTube, on va lancer un Facebook. On a notre page SoundCloud évidemment. Et on a une adresse mail où vous pouvez nous poser vos questions ou nous faire part de vos remarques qui est thermopile@protonmail.com. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.